Bonsoir Maud Christine. Bonsoir. La fille des étoiles. Déjà un vieux souvenir, 94. Ouais. Ce monde que nous allons aborder, peut-on parler du monde de la parapsychologie? Oh oui, je crois qu'on peut employer ce terme, oui. Pourquoi cet univers est autant décrié par les médias? Alors, avant que vous ne preniez la parole, il y a quelques semaines, j'ai vu une émission à la télévision et je me suis dit, c'est pas possible que des hommes comme Laurent Ruquier, et je parle de l'autre pingouin là, le chat, soient aussi piégeants. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez plus rien à prouver, Maud Christine. Je crois qu'il y a une réelle difficulté, si vous voulez. J'ai l'impression que la voyance rend les gens fous. Voilà, ça les rend fous. Ma conclusion, c'est celle-là. Et ça leur fait perdre, je dirais, les repères qui leur permettent habituellement, dans leur vie, d'évaluer leur interlocuteur. Je sais, comme Bertrand Méheux, qui devait être là ce soir, le sait, que voir dans des enveloppes closes ou prévoir le futur, c'est la transgression suprême. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle émission de télé, vous dites « je suis zoophile ». Bon, limite, c'est amusant. Vous voyez, pourquoi pas une expérience avec une chèvre. Mais la voyance, c'est quelque chose d'épouvantable. Parce que ça renvoie les hommes à des peurs qui sont tellement profondes, tellement archaïques, tellement viscérales. Ça les renvoie à l'idée de leurs limites, du fait qu'on puisse voir en eux, qu'on puisse savoir pour eux. Vous voyez ce monsieur, Philippe Gélu, qui s'est dressé en disant « mais moi, je suis libre, moi. » Bon. Alors, ça les dérange pas d'avoir un patrimoine génétique qui, par exemple, va les prédisposer à de l'artériosclérose, mais c'est insupportable l'idée que quelque chose puisse être déterminé qui leur échappe. C'est tous les fondements de la philosophie occidentale, de l'individualisme, qui sont menacés. Une certaine idée de la liberté, une certaine idée de l'individu, l'idée qu'on est coupé des autres. Vous vous rendez compte l'horreur? Si vraiment je peux voir, comme je l'ai fait dans le film de Marie-Monique Robin, ce que va faire Mario Varveglis 3 heures plus tard, mais quelle horreur! Pour eux, en termes de conséquences philosophiques, c'est un effondrement, c'est l'effondrement de leur repère. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils sont dans le déni, alors ils tentent des accroches. Comment vous expliquer, il y a une forme de déni terrible dans bon, par exemple, si Philippe Géluc ouvre mon livre, il va voir qu'il y a plein de photos déjà prises dans des labos, etc. Bon. Mais c'est pas grave, c'est pas la peine, il faudrait qu'il le voie lui-même. Et quand bien même il le verrait lui-même, ça irait jamais, il faudrait toujours le refaire. C'est trop lourd de conséquences, voilà. Comme si les expériences étaient renouvelables à volonté. Surtout, ce qu'il attendait, c'était évidemment pas... Je crois qu'il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de voyants, ce que j'appelle la voyance honteuse, c'est-à-dire que ils font leur métier, ils n'en sont pas fiers, quelque part ils acceptent parce que c'est la règle du jeu. C'est une position extrêmement critique sur le plan social, extrêmement ambiguë. Alors, ils acceptent un certain niveau, je dirais, de moquerie, de manque de respect, etc. Et finalement, c'est un peu ce qu'on attend d'un voyant, c'est qu'il soit un peu grotesque, un peu ridicule. Bon. Or, moi j'y peux rien, mais la seule chose qui m'intéressait dès que j'ai acquis progressivement la certitude que je voyais, c'était de le prouver. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y a pas tellement d'espace pour la rigolade. Et il n'y a pas d'espace pour la dérision parce que je respecte ce que je fais, je respecte les gens qui viennent me voir et je me respecte. Or, ce que j'ai compris, c'est que d'une certaine façon, il faudrait accepter une position, pour que ça roule bien, il faut accepter une position, n'ayons pas peur des mots, un peu de paria, quelqu'un dont on peut rire. Or, moi, si vous voulez, la violence que je déclenche, je peux parfois la comprendre dans la mesure où je fais rien par téléphone, je fais rien par Minitel, j'ai jamais fait la moindre consultation par Internet, j'ai jamais vendu une médaille miraculeuse. Alors quand ils commencent à m'agresser, oui, je veux bien, mais enfin, tant qu'à être escroc, ça fait 20 ans que je suis connue, ça fait bien longtemps que j'aurais acheté des 4e de couverture dans les journaux télévisés, j'aurais vendu des médailles miraculeuses et je serais tranquillement aux Seychelles. Bon. Donc il y a pas cet argument-là, vous voyez, parce qu'il faudrait quand même être très très con à 43 ans pour continuer de travailler, alors qu'on pourrait tranquillement vendre des porte-bonheur, des objets pour éveiller le désir amoureux d'un partenaire disparu, enfin rentrer dans le truc classique du voyant médiatisé qui a envie de gagner un peu d'argent. Bon, donc ce truc-là ne tient pas. Alors après, qu'est-ce qui pourrait rester? Il reste pas grand-chose quand il n'y a pas la malhonnêteté. Alors, ça rend beaucoup plus désagréable parce qu'on est obligé de regarder la question en face, on est obligé de la prendre au sérieux. Et là, je reviens à ma case départ, qui est ébranlement des certitudes par rapport à l'espace, au temps et à l'identité. Donc crise immédiate.
Et crise, donc violence et agressivité. Pourtant, quand je vous vois, vous êtes en face de moi, Maude. Je vois un petit bout de femme qui n'a rien à prouver, je l'ai dit tout à l'heure, et qui en même temps a tellement envie d'être reconnue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas comme les autres. C'est même pas, je vais vous dire, j'ai quand même la chance, faut pas exagérer non plus, j'ai la chance d'être reconnue, d'être invitée dans des universités dans le monde entier, j'ai la chance de vendre des livres, j'ai la chance d'être avec vous ce soir, j'ai la chance d'avoir, après l'émission de Ruquier, j'ai eu un nombre de mails de sympathie, mais c'était délirant, je crois qu'il y en avait, je sais pas, je crois qu'il y en avait plus de 800, 900, c'était terrible, on a failli bugger, bon. Donc, faut pas non plus exagérer. Bon. C'est pas tellement à titre personnel. Moi, si vous voulez, à titre personnel, je m'estime pas lésée, je m'estime pas mise en cause. Parce que je comprends les mécanismes. Comment vous expliquer? Je peux pas prendre de manière personnelle ce qui est pas destiné à moi en tant que personne, mais à ma fonction et à ce que je fais. Si je produis de la crise morale et philosophique par ce que je suis capable de produire, j'ai envie de dire c'est moi qui prends, mais ça c'est normal, c'est la règle du jeu. Je le prends pas de manière personnelle. En revanche, ce qui me rend folle, bon, moi à la limite, c'est pas bien grave, mais c'est l'idée qu'on ne puisse pas s'intéresser à ces capacités qui sont tellement extraordinaires, qui ont, je dirais, une telle utilité, d'abord pratique dans la vie de tout à chacun, tous les jours, mais surtout qui pose tellement de questions par rapport à ce qu'est la communication, par exemple, sur le plan affectif, comment passent les informations. Ça révolutionne ce qu'on sait de l'homme. C'est un énorme enjeu. Ça vaut bien la vie sur Mars. Vous voyez ? Et le fait qu'on ne s'intéresse pas à ces questions, qu'on ne puisse pas les étudier scientifiquement, c'est une perte terrible pour la connaissance de soi. Et comme ces capacités existent, les dénier, comme c'est probablement la pierre angulaire d'énormément de choses sur le plan des possibles humains, c'est un segment qu'on peut absolument pas contourner si on veut avoir la prétention de comprendre quelque chose à ce qu'est l'homme et à ce qu'il est capable de faire. L'homme et l'animal, puisque vous connaissez les expériences de Sheldrake, évidemment. Bon. Alors, le fait de passer à côté de ça, si vous voulez, pour moi c'est à peu près aussi dingue que si on vivait dans un monde où on décidait à la naissance qu'on crève les yeux des enfants. Voilà. Parce que vraiment, on peut très bien vivre sans. Et c'est vrai. Plein de gens qui n'ont pas vu, et qui se débrouillent super bien, ils entendent beaucoup mieux que vous et moi, ils se dirigent, ils ont un odorat développé, ils ont une sensorialité aussi particulière. J'ai parlé avec des non-voyants, et c'est des gens qui ont une vie, qui arrivent à avoir une vie, je dirais, presque normale. Bon. Une vie en tout cas où ils peuvent travailler, aimer et avoir une vie sociale, vivre. Voilà, vivre. Bon. Maintenant, il est clair que tous ces non-voyants, si on leur disait, voilà, demain, j'ai la possibilité de te rendre la vue, mais tous, ils diraient, bah, évidemment, on passe demain sur le billard et on y va. Bon. Donc, comment peut-on se priver d'un sens qui d'abord n'est pas un don, mais impossible de l'être humain? Moi, je l'ai développé, mais limite, j'ai envie de vous dire, moi, on s'en fout. Le problème, c'est comment on peut se priver d'une partie de sa conscience et de ses possibles. Et ça, c'est véritablement terrible. C'est un monde où on a décidé que voilà, on pouvait très bien vivre sans la vue, alors on va vivre sans. Ça me rend folle. Évidemment, ça me rend folle. Comment supporter, si vous voulez, ce déni de la réalité? Comment supporter ça? Et les conséquences que ça a? Parce que, bon, vous savez, quand j'ai écrit Pour en finir avec Madame Irma, c'était en 90. Vous voyez, ça fait un moment. Bon. À cette époque-là, je me disais, bah, c'est pas compliqué. Il y a d'un côté les mauvais voyants, et puis de l'autre, bah, il y a des scientifiques irréprochables, qui ont juste vu des gens qui tenaient pas la route et qui n'ont pas eu envie de se faire entuber. Bon, ça me paraissait bien. Ouais. Puis au bout de, je dirais, 20 ans, presque 20 ans. Hein, c'était un peu provoque, hein, comment finir avec Madame Irma. Oui, voilà, c'était un peu provoque, mais je pensais comme ça. Et c'est votre caractère de l'être un peu, Maude? De moins en moins. C'est vrai. De moins en moins. Je me rends compte que ça sert à rien. Donc comme ce qui m'intéresse au fil des années, c'est d'avoir un minimum d'utilité, j'évite. Voilà. Bon, sauf quand vraiment ça devient énorme, là, mais dans ces cas-là, c'est pas provoque, c'est défensif, c'est lapidaire. J'aime bien votre regard. Il est canaille. Il est plein de tendresse et puis en même temps de provocation. Oui, parce que je pense qu'il est important d'être dans la provocation. Sinon, nous allons être dans la pensée unique. On est dans cette pensée et c'est terrible dans tellement de domaines. Et c'est dramatique dans tellement de domaines. Et dans celui de la voyance, c'est vrai que de ne pas pouvoir... J'ai écrit sous la direction de Bertrand lors d'un colloque dans lequel j'ai été invitée par une branche du CNRS Picardie
un article sur la voyance et les médias dans lequel j'ai essayé d'expliquer comment la voyance était perçue. Bon. Or, on a l'impression que tout est organisé pour qu'on puisse jamais dépasser le stade de l'anecdote, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas publiable, qui ne fait pas autoritaire. Bien sûr, il y a toujours des gens qui disent « Ah bah oui, j'ai vu un voyant, il m'a dit ça s'est passé ». Mais ça ne sert absolument à rien, toutes ces anecdotes, ça sert absolument à rien, tous ces témoignages. Ce qu'il faut, c'est à un moment commencer à étudier scientifiquement les faits. Parce que c'est pas... Dans notre culture, on a envie de considérer la voyance comme on considère un autre passe-temps, un autre plaisir, c'est de l'ordre des choix personnels. J'aime le jazz ou j'aime Claude François. Je vais voir une voyante ou je vais pas en voir. Mais c'est pas là que ça se joue. La voyance, elle existe. La précognition, ça existe. La clairvoyance, ça existe. La lecture à travers les corps opaques, la lecture dans les enveloppes, ça existe. Donc c'est pas une opinion. Vous voyez, dire j'adore Ray Charles, c'est une opinion. Moi, j'adore Ray Charles, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, j'adore Roxy Music, mais on n'est pas obligé. Il y a des gens très bien qui n'aiment pas Roxy Music. Mais on veut mettre la voyance sur le même plan, sur quelque chose qui serait subjectif. C'est pas subjectif, ça existe. Voilà. Donc on ne peut pas le traiter comme quelque chose de subjectif. Et ça, on n'arrive pas à en sortir. Vous savez, c'est comme un peu les titres d'émissions de radio ou de télévision. C'est toujours faut-il y croire ou ne pas croire? C'est pas la question, c'est pas une question. Vous voyez, la violence, elle vient au moment où justement on veut sortir ça de la croyance. Voilà. Tant qu'on dit j'y crois, c'est comme j'aime tel groupe. On a le droit. Voilà. Mais on peut pas mettre ça du côté de l'objectivité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas du tout. Vous voyez, les témoignages de people, qui ne se privent pas d'avoir leur voyant et leur voyante, d'ailleurs. Bien entendu. Mais ça changera jamais rien. Vous voyez, il faut pas avoir de naïveté en se disant, voilà, je me rappelle, par exemple, l'année dernière, il y a un monsieur qui a été l'initiateur de la chasse de tête en France, qui est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Lasanté, qui a eu envie, en partant à la retraite à 70 ans, de dire, voilà, toute la vérité sur son métier. Bon, c'est un grand monsieur de son métier. Et puis, dans ses vérités, il a envie de raconter qu'il avait travaillé avec moi. Bon. Ça a été un tollé. Vous voyez, quelle horreur! J'ai touché à l'organigramme de grandes sociétés cotées en bourse. Bah oui, je fais tous les jours. Bon, alors, comment vous expliquer? Je peux pas faire plus que ce que je fais, parce que, ok, je suis payé pour toucher l'organigramme de sociétés, pour influencer, parce qu'il faut appeler quand même un chat. Il faut accepter sa responsabilité. Le choix de candidat pour des sociétés cotées en bourse, c'est vrai. Mais, par ailleurs, je ne demande pas mieux que de travailler avec des laboratoires pour démontrer que ce que je fais dans mon cabinet, ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que je me trompe jamais. Bien sûr, j'aurai une marge d'erreur, mais pas supérieure à n'importe qui utiliserait une autre méthode. Et d'après les gens qui me consultent, qui est même souvent nettement moins importante que par d'autres méthodes. Et c'est bien pour ça qu'ils me consultent. Donc, je ne peux pas faire plus, si vous voulez. Moi, je veux bien assumer ma responsabilité, mais à un moment, si on n'a pas envie d'aller voir dans les labos ce qui s'y passe, et si on n'a pas envie d'expérimenter ces questions, alors qu'on me foute la paix. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire aux voyants vous êtes des charlatans, et de l'autre côté, quand ils veulent prouver les choses, pas vouloir regarder ce qu'ils ont produit. Faut choisir. Parce que sinon, ça s'appelle un procès de sorcellerie. Voilà. Nous sommes en 2007, hein. Voilà. Mais on n'est jamais bien loin. Plus les sorcières. On n'est jamais bien loin. On n'est jamais bien loin. Vous savez, il y a cette question qui revient souvent de la part des bien-pensants, mais il n'est pas normal qu'un voyant fasse payer une consultation. Ce n'est pas normal qu'un peintre fasse payer sa peinture, son tableau. Ce n'est pas normal que le boulanger fasse payer sa baguette. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Alors, ça m'amuse quand vous dites ça. Oui. J'ai une amie qui est une femme brillante, qui est une universitaire, qui me disait l'autre jour, c'est dingue, c'est le seul métier où les gens voudraient que ce soit gratuit. C'est bon. Alors, je crois qu'il y a une tradition. D'abord, il faut savoir que dans notre culture, les phénomènes de voyance acceptables se passent en général dans un cadre religieux. C'est ce que j'ai écrit. Bon, je pense à Marthe Robin, proche de nous dans l'histoire. Et quand ça se passe dans un cadre religieux, par rapport à des gens qui sont des mystiques chrétiens et qui sont au sein d'une église, bien entendu, ils vont pas se faire payer. Bon, c'est tout à fait normal. Ils travaillent pour une église. Moi, j'ai pas pris la robe. Et puis, il faut pas quand même oublier une chose, c'est que les questions que nous posent les gens n'ont pas grand-chose à voir avec leur vie spirituelle. Vous voyez, je vais casser une... je vous en prie. Un photographe n'a pas le droit de vendre ses photos. Non, un mannequin n'a pas le droit de vendre son image de marque. Non. Bon, parce que c'est un don. Bon, alors le problème, c'est que le mannequin, sa beauté, c'est bien plus un don que les capacités psychiques qui se développent, vous voyez, et qui se travaillent. Mais pour en revenir à cette question, sans vouloir être lourde,
c'est quand même assez étonnant quand même d'entendre ça, parce que quand les gens utilisent la divination, c'est pour quoi faire? C'est pour améliorer leurs relations amoureuses et c'est pour gagner mieux leur vie et se trouver professionnellement. Bon, c'est des questions matérielles. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, contrairement à ce que pensent des sociologues décérébrés, qui allait chez un voyant pour parler de sa vie spirituelle. Les gens sont pas des cons quand même. S'ils ont besoin de parler de leur vie spirituelle, il y a des maîtres spirituels, il y a des prêtres, il y a des rabbins, il y a des imams. Bon, ils vont pas chez moi pour parler de leur vie spirituelle. Ils vont chez moi parce qu'ils ont besoin d'être guidés, de gagner du temps, de l'énergie et bien souvent de l'argent. Même à un niveau, je dirais, très modeste. Vous savez, vous êtes employé de banque, vous avez le choix entre deux possibilités dans votre banque. Vous allez voir un voyant pour savoir quelle est la meilleure. C'est pas que des PDG qui ont des boîtes cotées en bourse. Bon, donc à un moment, on voit pas pourquoi la voyance serait utilisée pour améliorer la vie, pourquoi elle serait pas rémunérée. Bon, alors maintenant qu'à titre personnel, on ait envie de s'engager dans des combats qui peuvent être des combats humanitaires ou politiques, c'est autre chose, mais c'est un travail qui est demandé par des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'aide pour améliorer leur vie matérielle, jamais spirituelle. Voilà. Alors, il arrive bien entendu qu'au détour d'une consultation, on me dise alors, méditation transcendantale ou pèlerinage de Lisieux? Ça arrive. Mais c'est quoi? C'est 30 secondes dans une consultation. Donc il ne faut pas se voiler la face. Vous voyez? Maintenant, je pense que cette réticence, elle est intéressante aussi, parce que le fait de ne pas faire payer la voyance, je vais vous dire un truc auquel j'ai pensé l'autre jour, je crois que c'est aussi une façon d'éradiquer la voyance, dans la mesure où il est bien clair que si vous faites un autre métier, vous pouvez pas tenir bien longtemps à faire des consultations parce que c'est quelque chose d'absolument épuisant. Une vraie consultation, c'est quelque chose qui psychiquement produit je dirais un travail de chauffe qui est absolument dément. Quand on sort de là, on est totalement vidé. Moi, quand je fais des expériences, quand je consulte, bon, il y a un entraînement, mais malgré tout, c'est totalement démantelant énergétiquement. C'est incompatible de faire un autre boulot avec. Alors, ne pas faire payer, ça veut dire que quelque part, quand on est, c'est les choses dans lesquelles on reste amateur, quand on n'est pas professionnel, on peut jamais aussi atteindre un certain niveau. Vous voyez? Moi, j'aurais un autre métier, j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai atteint dans mon métier. Parce que j'aurais pas pu y consacrer le temps qu'il faut et l'énergie qu'il faut, parce que j'aurais eu d'autres problèmes. Voilà. Alors après, si vous voulez le prix des consultations, c'est toujours trop cher. 50 € c'est trop cher, 80 € c'est trop cher, 200 €, n'en parlons pas, 300 € c'est le scandale. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, le vrai problème est... Mais personne n'oblige un homme ou une femme à venir consulter. Bien sûr que non. Il me semble qu'il y a cette liberté qu'il faut marteler. Personne n'oblige à aller consulter un voyant. Bien sûr que non, personne n'oblige, mais comme dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un besoin, il y a l'idée, si vous voulez. Alors là, on aborde autre chose que j'ai abordé dans mon bouquin. Vous avez beaucoup de gens qui sont fâchés avec Dieu. Bon, ils ont des ennuis. Voilà, ils ont des ennuis, ils sont fâchés avec Dieu. Dieu les aime pas. Bon, enfin, c'est ce qu'ils sentent. Alors, ils sont très en colère. Ils se disent, mon Dieu, comme je peux pas taper sur le patron, vous savez, c'est comme dans un restaurant, vous bouffez mal. Vous pouvez pas toujours attaquer le chef. Mais en revanche, le serveur, vous pouvez l'emmerder un petit peu. Bon, donc ils vont voir un voyant et pour vraiment... qui pensent être un intercesseur avec Dieu, et là vraiment enfin un endroit où régler leurs comptes. Donc ils estiment que Dieu leur doit. Vous voyez, on vit dans un monde où beaucoup de gens pensent que le destin leur devait un certain niveau d'épanouissement et de bonheur. Ils l'ont pas. La faute à qui? À Dieu. Bon, il pourrait évidemment s'en prendre à un ange, mais c'est pas très matériel. Donc il faut l'attraper déjà l'ange. Mais le voyant, c'est vachement facile. Alors on va face à lui. Je comprends pas. J'ai mérité d'avoir une belle vie, j'ai pas une belle vie. Vous le savez, les anges s'envolent facilement. Et ils s'envolent. Alors que le voyant, il s'envolera pas. Alors non. On vient, on dit voilà, j'ai pas une belle vie. Comment c'est possible un truc pareil? On va quand même pas aller payer pour aller raconter qu'on n'a pas une belle vie et surtout qu'on est responsable de rien. Vous voyez? Donc je pense que dans le fait de pas vouloir payer, c'est aussi parce que s'investir dans un acte pour aller voir un voyant ou n'importe quelle autre personne qui fait un métier de conseil. Oui, justement, oui, on paiera plus facilement un psy. On est quand même dans un monde de fous parce que si vous voulez, un psy, on va la faire très simple, on va la faire arithmétique. On va dire entre 50 et 80 € la séance à Paris, 2 fois par semaine, 150 € par semaine, ça fait 300 € tous les 15 jours, ça fait 600 € par mois, ça fait 6 000 € par an. Bon, ça dérange personne. J'enlève 2 mois de vacances, Voilà. Parce que je compte pas très très bien. Bon, ça dérange personne, ça. Vous voyez? Mais 300 € à consultation, c'est un scandale. Bien sûr, puisque je suis supposée en plus être un charlatan. Vous voyez, enfin, il y a tout un arrière-plan là-dedans. Si vous voulez, il y a aussi autre chose par rapport à l'argent. Et ça, je le comprends très bien. C'est que beaucoup de gens savent pas ce que c'est qu'une consultation de voyant. Je m'en rends compte. Et comme ils partent du principe qu'en fait, ça consiste à remonter un peu les bretelles des gens et aller dans le sens de leurs désirs en leur passant de la pommade savonnée sur le dos,
et en leur disant, en leur annonçant des histoires de prince charmant et tout va bien se passer, etc. C'est vrai que si c'est ça, c'est scandaleux, je suis d'accord. Là, je crois qu'il y a... Or, ce qui est bien souvent pratiqué, c'est ça. Et ce que beaucoup de gens connaissent, c'est ça. J'ai écrit dans mon livre, mais c'est un truc très drôle. Les gens me voient mes démonstrations, ont des amis qui viennent me voir. Ils arrivent chez moi. Je leur dis, voilà, vous êtes dans un moment où vous venez de vendre un appartement au bord de la mer et votre fils vient de rentrer à l'université en médecine. Bon, bah c'est normal, je suis voyante. Mais ils sont totalement scotchés. Mais comment vous pouvez faire ça? J'ai dit, mais attendez, on n'est pas là pour faire un tennis. Et heureusement, parce que vu comme je joue, là, ça se compliquerait. Mais c'est fou, vous voyez? C'est-à-dire que ils viennent me voir et malgré tout, la surprise est là. Vous voyez, hier, j'étais invitée par l'université de Lausanne, dans le département de Silvia Mancini, pour faire une conférence justement sur la pratique de la voyance. Et je rencontre une dame qui n'avait, semble-t-il, pas vu de voyant de sa vie, qui voulait absolument me rencontrer. Et évidemment, au bout d'une heure, elle me dit, mais comment c'est possible? Comment vous pouvez me parler de mes enfants, vous n'avez pas la photo? Je dis, si je vous parlais de vos enfants avec la photo, ça voudrait dire que c'est de la psychologie. Si c'est de la voyance, j'ai pas besoin de la photo. Alors je peux la voir en plus, je ne rechigne pas à avoir une photo, mais si je suis pas capable d'en parler sur la photo, c'est que c'est pas de la voyance. Voilà. Donc il y a véritablement, si vous voulez, on est en plein dans le tabou culturel, c'est-à-dire que même quand le truc on le produit, on le reproduit, on le produit à l'infini, c'est l'histoire de Philippe Géluc chez Riquet, il faut toujours le refaire. Vous voyez, ça rentre pas, quoi. Ça imprime pas. Voilà, ça imprime pas. Enfin, lui, je lui pardonne un peu. Oui, moi aussi, d'ailleurs, vous voyez. Comment vous expliquer? C'est toujours intéressant ces émissions, parce qu'après tout, ce que ces gens pensent, c'est ce que la moitié des gens pensent. C'est quand même normal qu'ils s'expriment. Je veux dire, vous pensez réellement que la moitié des gens pensent que... Ah, je crois qu'il y a bien la moitié des gens qui pensent que les voyants sont des charlatans. Oui, ça, je crois bien. Oui. Alors, l'autre moitié ne pense pas du tout la même chose. L'autre moitié, elle se tâte. Alors après, vous avez des nuanciers. Comme dans les trucs de peinture en décoration, oui, vous avez des nuanciers. Alors, il y a ceux qui pratiquent, connaissent, utilisent, par tradition familiale ou parce qu'ils découvrent un jour ça, et là, ils lâchent plus le morceau. Je dirais, allez, ça fait 20-30%. Et puis, vous avez les 25% autres, je dirais, qui ne se prononcent pas, comme on dit dans les sondages. C'est-à-dire que ils ont bien vu un voyant qui leur a dit un truc qui était bien, mais il y a des trucs qui étaient pas bien, ils savent pas, ils hésitent. Voilà. Je dirais, on a 50% de rationalistes durs et purs, 25% qui se tâtent, et 25% qui connaissent très bien le truc, et qui connaissent très bien le chemin pour aller chez des voyants compétents qui les aident, et qui s'en servent dans leur vie. Moi, j'ai des gens que je vois tous les mois. Vous allez me dire, oh, mon Dieu, bah non, parce que vu qu'on pose jamais la même question, quand vous dirigez, par exemple, des boîtes, et puis que vous avez 800 personnes, en un mois, il se passe bien une petite actualité, que ce soit au niveau des produits que vous lancez, de votre commercialisation, de votre presse, de votre directeur des ventes que vous changez, il se passe toujours un truc. Bon, ça me paraît pas du tout être accro à. Alors, dans ces cas-là, moi, je suis la première accro, parce que j'utilise moi-même beaucoup mes pratiques, et il y a bien entendu tout un tas de questions que je pose pas, mais sur des choses qui sont importantes pour moi ou ce que je comprends pas, je passe par la divination. Donc ça, c'est un mode de vie. Vous voyez, il y a des cultures où on va pas à la chasse sans, on décide pas de se marier sans, on va pas en guerre sans. Bon, j'appelle pas ça être accro. C'est autre chose. C'est une compulsion, si vous voulez. C'est être accro, mais dans le sens de la compulsion. C'est comme les gens qui ont un problème avec le casino. Quand on pose la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, il y a déjà dans la formulation de la question l'attente de la réponse. C'est qu'on a bien entendu envie de rencontrer quelqu'un. Par exemple, on ne dit pas, on téléphone rarement en disant, est-ce que je vais avoir un panari? Vous voyez, c'est pas une chose à laquelle on pense le matin. Bon. On pourrait, mais non. C'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous voyez, c'est toujours la même question, parce que panari, on vous demande pas. C'est étonnant. Voilà. Donc, en fait, on appelle parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on désire. Bon. Donc, ils sont pris dans un désir qui se réalise pas. Et qui, en se réalisant pas, comment vous expliquer, c'est leur présent qui est insupportable. C'est de le vivre en ce moment, c'est la solitude qui est insupportable, c'est la solitude ici et maintenant qui est insupportable. Alors, c'est tellement insupportable que la seule façon d'échapper à ça, c'est d'arriver à se faire inventer un futur qui puisse servir de point de mire, de ligne d'horizon, pour pas devenir fou de douleur et de souffrance. Mais c'est pas être accro à la voyance, c'est être dans une telle détresse qu'il y a une incapacité soi-même à penser son futur, vous voyez. Et puis surtout, il y a le fait de vouloir... Ce sont des gens qui veulent entendre quelque chose de bien précis. Quand vous dites à penser son futur, c'est aussi l'incapacité à vivre ici et maintenant. C'est l'incapacité à vivre ici et maintenant, quoi que ce soit, qui ait du sens. Et la nécessité de pouvoir abriter sa responsabilité qu'on n'arrive pas à gérer dans l'ici et dans le maintenant, de pouvoir la faire gérer par un tiers et de la faire glisser dans le futur. Voilà. C'est un mécanisme de défense par rapport à une situation qui est horrible.
si vous voulez, ce qui serait intéressant, ce serait qu'ils appellent en se demandant pourquoi je suis seule, par exemple. Ça serait une vraie question. Oui. Parce que ça mettrait en jeu une éventuelle responsabilité. Quand je parle de responsabilité, c'est pas une culpabilité, hein, c'est une responsabilité, c'est pas pareil. Oui. Et on pourrait finalement se rendre compte, j'ai eu ça la semaine dernière, c'était super. En entretien, j'ai une jeune femme qui arrive, qui est une jeune femme brillante. Bon, je parle de son métier, de sa vie, etc., de son précédent compagnon. Et puis au bout d'une demi-heure, je lui dis, j'avais bien sûr vu qu'elle était seule et je lui avais donné la date de sa dernière rupture. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous avez vu votre vie ? Elle me dit, non, dites-moi, dans la revendication de rencontrer quelqu'un, ce que vous me racontez. Je dis, écoutez, c'est pas compliqué, elle était directrice de crèche, hein. Vous vous levez le matin, vous prenez le bus, vous arrivez à la crèche, il n'y a que des puéricultrices, vous ne voyez que des papas, des jeunes papas et des jeunes mamans, et le soir vous rentrez chez vous et vous ne sortez pas, vous n'avez plus d'amis, et vous vivez, alors je dis, je sais pas, c'est votre tante ou votre mère ? Elle dit, je vis avec ma tante. Je dis, bien, je dis, vous voulez qu'il se passe quelque chose quand ? Et là, elle éclate de rire, elle me dit, oui, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ça, c'est du boulot, si je puis dire, parce qu'elle a pu comprendre l'endroit où elle pouvait modifier quelque chose. Ouais. Mais le voyant, à ce moment-là, n'est plus dans la capacité d'être le voyant, il devient le confident à qui l'on se confie. C'est pas moi qui lui ai dit. Comment vous expliquer ? Non, je vais vous dire pourquoi c'est pas le psy. Parce que cette vie que je lui ai décrite, je l'ai trouvée toute seule. Et ça lui a fait un drôle de choc de voir quelqu'un qui lui décrivait ses journées. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle en prenne. D'abord, c'est qu'un psy peut pas faire, parce qu'un psy ne sait pas ce que quelqu'un fait dans la journée, ou alors je demande à voir. Ou alors c'est un psy qui a des dons de voyance, tout peut arriver. Cette dame, ce qui l'a frappée, c'est le fait que puissent m'apparaître de manière aussi précise ces journées, puisqu'elle m'avait rien dit. C'est moi qui ai trouvé. Je lui ai pas dit vous êtes directrice de crèche, je lui ai dit vous travaillez avec des enfants. Vous n'avez pas décodé à travers les mots, les phrases. J'ai pas eu le temps. Non, et ça l'a énormément marqué d'abord. Moi, Christiane, ça vous ennuie quand vous avez des hommes ou des femmes en consultation qui vous parlent ? Oui. Enfin, ça dépend de quoi. Mais oui. Au début, oui. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas qu'on me parle. Je veux pas qu'on me parle parce que si on me parle, c'est de la psychologie. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a eu un documentaire qui a été fait par Grégory Gutiérrez et une maison de production sympathique qui s'appelle Sycomore, qui est encore en cours de fabrication, si je puis dire. Mais dans ce documentaire, il y a une jeune femme qui vient me voir et ce qu'a noté Grégory, c'est qu'en fait, à aucun moment, je cherchais ni à croiser son regard, ni à lui poser des questions, ni à tenter la moindre induction verbale. Non seulement ça ne m'intéresse pas qu'on me raconte, mais ça me pollue. Alors évidemment, il y a deux phases dans une consultation. Vous voyez, au début, je veux pas qu'on me dise. C'est-à-dire qu'au début, c'est à moi de trouver. Bien sûr, je dis pas à quelqu'un, je dis rarement à quelqu'un, vous êtes directrice de crèche. Je me dis, tiens, c'est marrant, vous travaillez dans un domaine, il y a beaucoup d'enfants, c'est des tout petits, un univers féminin. Alors après, j'ai deux possibilités, puéricultrice, institutrice en maternelle. Je dis pas quand même précisément, mais bon, il s'y retrouve. Bon, puis après, une fois que j'ai évalué ça, je donne des dates, des points de repère sur le passé qui doivent être précis, des questions présentes qui sont là, sur lesquelles il faut qu'ils se prononcent. Bon. Mais dès qu'on a validé ma perception des événements, on continue. Alors après, bien entendu, il pose des questions. Quand je dis j'aime pas qu'on me parle au début. Mais il y a un moment où il faut aussi gagner du temps, vous voyez, parce qu'on voit pas tout spontanément. Je peux vous poser une question ? Mais bien sûr. Est-ce que le voyant, le bon voyant, voit d'abord le passé ? Alors, je peux pas parler pour mes confrères, j'en sais rien. Non, mais pour vous. Oui, pour moi c'est clair. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un continuum. On peut pas. Je ne sais pas comment il y a un continuum dans le temps. C'est bien pour ça qu'on peut travailler. Donc, je ne pourrais pas. En tout cas, je ne fais jamais une consultation, jamais, si j'ai pas été capable de parler précisément de la situation présente et passée. Voilà. Ça, je fais jamais. Et quand je n'en suis pas capable, et ça arrive assez souvent, j'arrête. On arrête tout. On ne fait pas d'acharnement thérapeutique. Parce que c'est la seule façon, à mon sens, de pouvoir se repérer. Donc vous demandez le silence ? Oui, le silence, oui. Ah oui, on peut dire ça. Le silence, oui, vraiment. Vraiment. Comment vous préparez-vous à une consultation ? Je me prépare plus, vous savez, c'est tellement... Moi, ça me paraît très naturel. Alors, c'est très rigolo, c'est le décalage qu'il y a entre l'effet que ça produit émotionnellement chez l'autre et le côté, c'est la vie, pour moi. Vous voulez dire que vous pouvez passer d'une consultation à une autre ? Sans problème. En quelques instants, je rentre dans le truc. Ce que je fais, c'est que j'aime bien prendre un Polaroid, parfois deux.
quand je les rate. Parfois, il y en a même 3, vous voyez. Bon. Et je prends mon ou mes Polaroid, tac, 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 1, 2, 3, et là, ça vient tout seul. C'est-à-dire que pas du tout par rapport à l'apparence, je m'en fiche, je la vois même pas. Mais je comprends pourquoi les Africains n'aiment pas certains Africains n'aiment vraiment pas qu'on prenne des photos. C'est que c'est dingue une photo, c'est complètement déshabillant, enfin pour quelqu'un qui voit. Pas du tout par rapport aux traits, aux expressions du visage, mais parce qu'on a l'impression qu'il y a tout magnétiquement dans la photo. Je saurais pas vous l'expliquer. Pourtant, une photo n'est que l'instant présent. Bah oui, mais en fait non. Comment une photo peut laisser un souvenir? Parce que j'ai l'impression que pour moi c'est comme une mancie. C'est-à-dire que je pense que ma façon de prendre des Polaroids, c'est comme une mancie. C'est-à-dire que dans mes Polaroids se glissent des informations. C'est très difficile à expliquer, mais bon, je vais vous donner un exemple concret. Je vois la photo d'une jeune femme. Je m'apparaît intérieurement comme un souvenir le visage de sa mère décédée. M'apparaît instantanément comme un souvenir l'image de sa maison, mais qui vient se placer véritablement à côté d'elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu entre mon regard et l'image, avec, bien entendu, j'ai pas d'hallucination, rien n'apparaît sur l'image, mais c'est comme si l'image m'envoyait véritablement des contenus. C'est comme si je recevais des mails de l'image. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fixant l'image, c'est pas la personne que je fixe, mais j'ai l'impression d'avoir des informations qui arrivent et qu'il faut éplucher, décoder les unes après les autres lentement. Voilà, lentement. Ça remonte. Ça remonte. Alors parfois, dans certains cas, quand je suis vraiment très inspirée, il y a presque quelque chose qui est, je dirais pas une hallucination, mais on est au bord, c'est-à-dire que je prends par exemple toujours le même angle de ma photo, puisque c'est mon cabinet. Et par exemple, je vois un truc j'ai l'impression de voir un truc dans les rideaux, vous voyez, hop. Et en fait, il n'y a rien du tout dans les rideaux si je regarde plus attentivement, mais hop, ça me fait rentrer dans un état de conscience un tout petit peu différent et hop, ce que je vois, c'est pile poil le visage de la personne qui intéresse mon consultant. Et je lui décris. Vous parlez d'un état de conscience modifié? Oui. Vous êtes en état de conscience modifié? Légèrement. Légèrement? Oui, c'est sûr. Oui, oui. Très légèrement, mais bon, c'est un off-on que je connais très très bien, ouais. Donc c'est pas du tout spectaculaire. Vous avez parfaitement analysé le mécanisme. Ça avait intéressé Bertrand, d'ailleurs, cette histoire, parce que quand j'ai fait des démonstrations pour lui, il est arrivé que nous soyons interrompus par le téléphone, un livreur, bon. Et alors je me lève, je signe mon bon, machin, et hop, je m'y remets. Il disait, mais comment vous pouvez vous remettre là-dedans? Et pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un état de voyance, je fais ce que j'ai à faire, en entretien, en consultation, je réponds jamais au téléphone. Vous voulez dire qu'il y a deux modes, Christine, celle qui est en consultation et puis celle qui vit sa vie... Oui, mais c'est très unifié. C'est-à-dire que je peux passer de l'un à l'autre c'est une bascule, quoi. Vous voyez? Et c'est une bascule que j'ai vraiment l'habitude de faire et qui me gêne pas. Comment est né votre don, Maude? Écoutez, je sais pas, je crois que j'ai toujours eu, en fait. Comment c'est né, j'en sais rien. Comment je m'en suis rendu compte, ça on peut... Alors, c'est très rigolo, c'était très progressif. C'est-à-dire que moi aussi... Vous savez pourquoi j'en veux pas aux sceptiques? C'est que je connais leur façon de penser, parce que j'entends penser pareil. Donc c'est bien, vous savez, c'est comme comment vous expliquer? Face aux sceptiques, je peux parler comme les gens qui ont fait partie d'une secte et qui en sont sortis. Vous savez, les repentis des sectes. Et je pense que j'ai été moi-même une très grande sceptique. Bon. Petite fille, je ne savais pas que je voyais. En revanche, je pensais. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 phases. Je vais vous la faire courte. La première phase, c'est, je ne savais pas que les informations que j'avais étaient venues de manière non sensorielle. Donc je les répétais extrêmement naïvement, comme si ça posait pas de problème, comme si tout le monde pouvait faire la même chose. Il y avait des bugs énormes sur le plan relationnel, donc je comprenais que ça j'aurais pas dû le dire alors. Bon, mais j'ai mis, je pense, quelques années à comprendre que les informations qui venaient par des voies non sensorielles et qui n'avaient pas été dites, il fallait pas les répéter. Voilà, ça a été le premier truc. Bon. 12 ans, vous avez 12 ans, une de vos amies, petite fille, vous donne une carte postale. Oui, que alors ça c'est la phase 2. Alors la phase 1, c'est j'ai 8 ans, 9 ans, une gamine est dans la cour, je lui dis voilà, elle me dit mon chat est parti, il s'est enfui, je dis non, il est mort, je le vois mort, et dans mon esprit, oui, je le vois mort, donc il est mort, où est le problème? Et puis quelques heures plus tard, sa maman lui avoue qu'il est mort, et là le lendemain quand même, elle fait la tête. Et là je comprends qu'il faut pas que je dise ce que je vois. Phase 2, je suis chez une camarade, elle me montre une carte postale très amusante, qui est écrite par son oncle, et là je décris son oncle et la vie de son oncle, qui bien entendu a rien à voir avec la carte postale. Elle me dit dis donc, c'est extraordinaire. Et là avec un culot phénoménal, je lui dis oui, c'est de la graphologie. Voyons, fallait bien que je dise quelque chose. Et la maman, qui était une bonne vivante, une femme très drôle et très, je dirais très très sympathique, arrive avec une carte postale, une lettre écrite par son amant. Il me dit dis donc, tu pourrais voir des choses sur le monsieur aussi pendant qu'on y est.
Voilà, 12 ans. Et là, je lui décris le monsieur qui est marié, qui a des problèmes avec un enfant. Alors, elle valide, mais c'était une femme très simple. Elle me dit, ah bah dis donc, et comment tu fais ça? Mais pas plus épaté que ça. Je dis, mais madame, c'est de la graphologie, d'anecdote. Voilà. Bon, ça c'est adolescence. Après, j'arrête de le dire. Après, ça se concentre beaucoup dans des rêves. Je fais beaucoup de rêves, beaucoup Vous de déclarez avoir peur d'être dangereusement intéressant. Oui. C'est-à-dire que l'épisode pseudo-graphologique m'a quand même donné une petite leçon. Même une grosse leçon, c'est qu'on peut pas rentrer comme ça dans la vie des gens sans susciter un intérêt qui du coup est plus du tout un intérêt qui est lié à vous, mais ce que vous pouvez faire. Puis j'ai eu peur surtout, bon cette amie était super sympa et discrète et c'est passé comme une lettre à la poste, mais je me suis dit, et demain au lycée quoi? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai compris que là j'étais pas en mesure d'assumer ce que cet intérêt pouvait provoquer, et j'en voulais pas. Voilà, j'en voulais pas. Mais de moi-même, je savais pas ce que j'avais fait. Moi, j'ai pas vécu du tout dans un milieu où la voyance était présente. Justement, le passé familial de Maude Christen. Il est assez tragique, mais enfin, comme beaucoup de gens, tragique relationnellement, pas socialement. Le passé, il est simple, c'est des parents. Il y a une histoire très particulière. Vous souhaitez peut-être que j'en parle. Ma mère a été l'assistante particulière de gens qui étaient les auteurs dramatiques et les hommes de radio connus de son époque. Bon, Louis Ducreux, Francis Claude, André Roussin, etc. Bien, elle vivait donc dans un univers qui était quand même parisien. Et un jour, à 30 ans, elle a épousé mon père, qui était issu d'un milieu modeste. Et qui était à l'époque ouvrier d'usine, ce qui est déjà un choix étrange sociologiquement, parce que vous imaginez aujourd'hui l'assistante d'Arthur qui épouserait un monsieur qui travaille la nuit en usine, c'est un peu étrange. Bon, oui. Moi j'arrive 7 ans plus tard, elle a donc 37 ou 38 ans, elle n'avait jamais eu de désir d'enfant, et elle dit clairement qu'elle fait cet enfant un peu à contre-cœur. Et du jour où je nais, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, elle arrête tout. Et voilà quelqu'un qui, au lieu d'assister avec ses patrons à des émissions de radio, aller à des premières, se retrouve dans 45 mètres carrés, avec un mari qui gagne difficilement sa vie, et une petite fille, qui en plus, en naissant, manque de la tuer parce qu'elle a eu un accouchement épouvantable. Vous imaginez, cet enfant, j'ai été pour ma mère un cercueil. Un cercueil, puisque tout ce qui faisait sa vie a disparu. Alors pourquoi elle s'est infligée ça? Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse même pas spécialement, mais elle se l'est infligée. Et il est clair qu'un tel sacrifice. Vous savez, souvent les parents disent, je me suis sacrifié pour toi, mais c'est une expression. Moi, c'est pas une expression, c'est le sens figuré qui devient le sens propre. Alors, c'est évidemment pas pour moi. C'était son suicide social et personnel, c'est son histoire. Mais comment voulez-vous aimer un enfant qui naît là-dedans? C'est pas possible. Bon. Donc évidemment, elle a été abominable. Puis bon, après, il y a eu beaucoup de problèmes de violence, d'hostilité, et puis l'étrange couple que faisaient mes parents, on vivait totalement coupé du monde. Donc j'étais fille unique dans un univers totalement coupé du monde. Cela voudrait-il dire que vous avez manqué d'amour? Oh c'est plus que ça. Manquer d'amour, c'est vous êtes gentil, ça serait bien si c'était que ça. Non, c'est des persécutions, ça va très très loin. Ça va très 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 loin. Ça va vraiment très loin. Ils étaient au courant de ce que vous aviez en vous? Non, je crois pas du tout. Non, si vous voulez, il y a eu ils ont eu un parcours trop chaotique, trop douloureux eux-mêmes, je dirais, trop éloigné de la réalité eux-mêmes pour pouvoir percevoir quoi que ce soit de cet ordre. C'est une histoire assez tragique. Leur histoire est tragique. Mais ce n'est pas la vôtre? Non. Non, parce que vous savez, nous entendons souvent les psys dire oui, mais vous renouvelez le schéma qui a été celui de vos parents et dans vos échecs amoureux, ce sont des schémas que vous renouvelez. Non, alors là, ma fille n'a pas été pour moi un enterrement, au contraire. J'ai eu plusieurs vies communes, dont certaines très amoureuses, très passionnelles, très belles, d'autres moins intéressantes, mais j'ai eu une vie affective riche et plutôt passionnée. Pourquoi vous en parlez au passé? Non, mais parce que par respect et par pudeur pour le présent, on va dire. Enfin, non, parce que vous m'en parlez en termes d'histoire. C'est pas que j'en parle au passé, c'est que je vous raconte l'histoire. Donc je dirais jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une vie heureuse, passionnée, avec des histoires parfois joyeuses, parfois moins. Mais en tout cas,
ces histoires abominables de gens qui sont dans l'hostilité, le mépris et la violence et qui sont incapables d'en sortir, ça c'est pas mon histoire. Voilà, c'est pas du tout mon histoire. Étiez-vous une petite fille qui rêvait? Oh oui, qui rêvait. Oui. La nuit, vous voulez dire? Oui, la nuit. Oui, la nuit, bien Non, pas la évidemment. journée, hein. Vous avez bien les pieds sur terre. Oui, oui. Vous êtes une bonne élève. À un moment où l'école, moyen. ras-le-bol. Passez quand même votre bac à 17 ans. Oui, mais j'ai des tels gros problèmes familiaux qu'en quatrième, je deviens cancre à partir de la quatrième. Mais j'ai quand même mon bac à 17 ans. Oui, je me rattrape l'année du bac. Mais j'étais pas très intéressée par l'école. Vous savez ce qui m'a sauvée à l'adolescence? Il y a deux choses qui m'ont sauvée moi, dans la vie, qui me sauvent toujours, bien que j'ai plus besoin d'être sauvée, mais qui sont toujours très présentes dans ma vie et qui me font toujours beaucoup de bien. C'est d'abord les animaux et ensuite la musique. Voilà. Et à l'adolescence, j'aurais pas eu cette relation et cet amour des animaux que j'avais. J'aurais pas, vous savez, j'aimais tellement la musique, comme j'avais pas de sous, je distribuais gratuitement les prospectus d'un magasin de disques et en échange, ils me faisaient venir les vinyles que je voulais de Londres. et j'étais dans le froid devant la gare et je donnais les prospectus et j'avais mes vinyles en échange. Et pour moi, ces vinyles m'ont sauvé la vie. Enfin, le livre que vous venez d'écrire, Maud Christine, Ma vie et l'invisible, oui. Aux éditions Les Presses du Châtelet, un médium lève le voile. Oui. Un médium. Ça aurait été bien de mettre une médium, non? Pourquoi un médium? Oh, c'est Jean Daniel qui a fait Moi, je suis pas bonne ni pour les titres ni pour les bandes. Voilà, les bandes rouges. Mais ce qui est rare dans les livres qui sortent, il y a peu de livres où il y a des photos. Bah écoutez, on a eu envie d'en mettre. On a eu envie d'en mettre. Je sais pas si elle vous plaît. Oui, ce bisou du renard, est-ce un renard? Alors c'est pas, non, alors ça c'est l'hiver dernier. Oui. C'est un je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, si un auditeur savait ce que c'est si on était à la télé, ça m'arrangerait bien. Ouais. C'était dans un parc zoologique. Et en fait, vous savez, j'apprivoise n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ça, c'en est la preuve aussi. C'est des animaux, c'est de la famille des lémuriens, ça paraît clair, que je regardais beaucoup je les regardais tellement. C'était à Engedi, en fait, en Israël. J'avais fait un voyage en Israël l'hiver dernier pour voir la mer Morte, pour aller à Jérusalem. Et à Engedi, qui est un très bel endroit, la soigneuse a eu, je dirais, pitié de moi. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais en anglais, elle m'a dit, mais vous voulez les voir? Vous voulez rentrer dans la cage? Vous voulez les voir? Je dis, bah écoutez, pourquoi pas? Alors je suis rentrée, je me suis assise dans la cage et évidemment, et comme j'ai une relation très particulière et extrêmement bonne avec les animaux, on est arrivé à ce degré d'intimité très rapide, où ils m'ont fait tout un tas de câlins, de bisous, voilà. Oui, cette photo, oui, effectivement, c'est un lémurien. Oui, ça paraît bon. Alors, je suis pas totalement sûre, hein, mais c'est entre le fourmilier et le lémurien, on sait pas trop. Oui, voilà. La lémurie, peut-être, mais enfin bon. Et le chat persan qui est à côté de vous? La balinaise, la chatte balinaise, oui, elle est magnifique. Il y a 3 photos de Maud Christine dans ce livre avec 3 animaux différents. Et cette complicité que l'on sent avec ce gros chien. Oui, c'était mon premier chien. J'en ai tellement rêvé de ce chien, toute mon enfance, toute mon adolescence. Tenez, ça tombe bien, nous parlions des rêves. Voilà. Alors vous notez vos rêves. Oui. Et ce sont des rêves prémonitoires. Quels sont les rêves de Maud Christine? Aujourd'hui, quand je suis petite fille, beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses horribles, beaucoup de cauchemars. Des rêves dans lesquels c'est assez curieux. J'emploie un euphémisme, mais j'ai eu beaucoup de rêves où j'ai visualisé l'agressivité de ma mère, qui devenait une horrible sorcière avec un pic à glace ou un couteau et qui m'assassinait. Alors, on pourrait dire évidemment, vous avez déliré, mais enfin bon, sans rentrer dans des détails qui sont valorisants pour personne. Bon, les persécutions de mes parents sont allées tellement loin, même à l'âge adulte, qu'ils ont quand même fini par être condamnés par la justice pour divers chefs d'accusation me concernant. Dans la mesure où, ils se sont comportés d'une manière qui est répréhensible et répréhendée par la loi, tellement ça a été loin. Et j'ai dû mettre, 15 ans pour réussir à vraiment porter plainte, parce que j'en avais, et quand je me suis trouvée d'ailleurs à porter plainte, le magistrat était assez étonné que je ne sois pas intervenue plus tôt, mais enfin c'est toujours difficile de porter plainte contre ses parents. Donc si vous voulez, l'agressivité de mes parents, je l'ai pas fantasmée. Je veux dire, quand ces problèmes sont devenus trop violents, elle a été vue par une enquêtrice sociale, elle a été vue par des magistrats. Donc c'est pas moi c'est pas mon délire personnel. Or étrangement, à un âge où normalement on est protégé de ce type de savoir, parce qu'il paraît que les enfants peuvent pas vivre en sachant que leurs parents les aiment pas,
Moi, j'avais ces rêves-là. Alors, évidemment, je me disais, bon, ma mère m'aime forcément, bien sûr, tous les enfants pensent ça, mais je savais qu'elle a représenté une dangerosité, ça c'est clair. Je faisais des rêves comme ça. Je faisais aussi des rêves à l'adolescence qui étaient assez extraordinaires. J'avais des très très beaux rêves où je me retrouvais dans des endroits merveilleux, type paradis. J'avais des espèces de voyages comme ça, très étonnants. J'avais aussi une femme qui apparaissait, qui jouait un rôle de guide, qui me mettait en garde. C'était une femme très typée, avec des tatouages, qui était bien en jean, qui était assez physique, animale, un peu dangereuse. Et elle me mettait en garde par rapport à des événements qui se produisaient. C'était les premières manifestations, je dirais, de voyance que j'ai vraiment connues par rêve. Elle me prévenait de choses extrêmement précises. C'était bouleversant. Bouleversant. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Ah oui, bien sûr. Écoutez, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je vous parlais de scepticisme. Malgré tout ça, qu'est-ce qui m'a décidé? Bon, on fait un petit saut dans le temps. J'ai 21 ans. On parlait de relations passionnelles. Je viens de larguer très rapidement un jeune homme avec lequel j'étais pourtant fiancée officiellement, et je me suis engouffrée dans une passion avec un autre. Je me dis là quand même, qui va fort? J'en parle à une amie, vous savez, on est dans les années 80, on est en 85, et cette amie me dit, va donc voir un psychanalyste. Pourquoi pas? Je choisis une dame qui est psychiatre et psychanalyste. Alors, petit détail amusant, elle habite au-dessus d'une librairie ésotérique. Alors, je dirais pas où par discrétion pour cette dame, mais peu importe, c'est une grosse librairie ésotérique. J'arrive en avance à l'heure de mon rendez-vous, puis je fais les 100 pas sur le trottoir, je regarde la librairie, j'étais fascinée, mais je me dis, mais quelle horreur! Si j'avais su un jour, je me dis, mais quelle horreur! Je me rappelle, il y avait un bouquin, Les pouvoirs cachés de l'esprit, il y avait une boule de cristal, il y avait un jeu de tarot, il y avait du velours rouge, puis il y avait ces horribles kits pour envoûter vos voisins, désenvoûter votre chien, enfin l'horreur, quoi. Bon, je me dis, merde! Oh, j'étais très impressionnée, je me dis, mais quelle horreur! Et puis bon, le moment arrive, je monte chez cette dame qui était très gentille, très douce, très gentille. Vous savez, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi. Bon, j'étais très consciente que ma famille allait pas très bien, donc je dis je voudrais pas reproduire justement, je voudrais pas reproduire ce qui se passe chez moi. Voilà. Et puis je me rends compte quand même que je fais des trucs vraiment pas rationnels sur le plan affectif qui me font souffrir et qui ou me font souffrir ou font souffrir les autres, et ça me prend tellement la tête que j'arrive même plus à penser à autre chose qu'à mes histoires affectives. Bon, ce qui en fait à 21 ans est parfaitement normal, mais moi je le vivais pas tout à fait comme ça. Et la dame me demande de raconter mes rêves. Je m'exécute. Et puis je lui raconte un rêve où je lui dis, voilà, je vois quelqu'un que je connais bien, qui me présente son mari. Et son mari est chauve et dégarni, il a des lunettes. Elle se marie avec lui le lendemain du mariage au bord d'une piscine. Il s'approche d'elle, veut lui toucher le dos et elle lui dit fiche-moi la paix. Mon thérapeute me dit pouvez-vous me décrire cette femme? Je dis oui, c'est une très jolie femme. Il dit bon, alors donc c'est une très jolie femme. Je dis qu'il y a beaucoup de caractère. Il me dit donc voilà une femme dominatrice, un homme soumis qui est rejeté. Alors elle commence à élaborer, vous voyez, des théories familiales autour de ça. Elle me dit est-ce que cet homme finalement amoindri, c'est pas une représentation d'image paternelle que vous pouvez avoir, etc. Bon. J'écoute avec intérêt. Le problème, c'est que la personne en question, 3 mois après, me téléphone et me dit « Je vais te présenter mon mari ». Je dis « D'accord ». J'arrive, je vois le monsieur dégarni avec les lunettes. Bien. Chapitre 1. Chapitre 2, il se marie. Chapitre 3, au bord de la piscine de la maison de la mère de cette jeune femme le lendemain. Le monsieur arrive vers cette jeune femme, souhaite lui toucher le dos et bien entendu, elle se retourne violemment et lui dit « Fiche-moi la paix ». Voilà. Bon. C'est tout. Alors, le problème, c'est que là, moi, j'ai franchi un pas. Parce que mon rêve, je l'avais raconté. Il y a une très grosse différence entre les trucs que vous notez. Puis vous dites aussi. Il faut quand même être clair. Il y a aussi tout un tas de choses dont je rêve et qui se produisent pas. Il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Vous voyez, bon. Donc, je me dis, voilà, ça, j'en ai rêvé. C'est vachement précis, ça s'est produit. D'accord, mais après tout, alors, évidemment, c'est pas banal pour un mariage. Mais je résistais énormément. Le problème, c'est qu'à partir du moment où je l'ai raconté au thérapeute, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose. Et très franchement, j'avais rien envie d'en faire, parce que ce qui m'intéressait à l'époque, c'était d'écrire. J'avais eu la chance immense d'avoir une lectrice dans une grande maison d'édition qui voulait me publier, ce qui est un truc extraordinaire. Quand vous imaginez 21 ans, vous avez Claire Martin Dugard, la petite fille de Martin Dugard, qui vous dit « Écoute, ce que tu fais, c'est vraiment bien, et j'aimerais bien proposer ça à la maison d'édition pour laquelle je travaille. »
Mon but, c'était de terminer ce bouquin. Voilà, c'était tout ce qui m'intéressait. Or, je travaillais dans la communication et j'avais un poste qui était déjà assez bien dans la mesure où j'étais responsable du développement d'une petite centrale d'achat d'espace. Ça me prenait beaucoup d'énergie, évidemment, et j'aimais pas trop ça. Mais bon, je le faisais pas trop mal puisque mon patron était content, mais j'aimais pas trop ça. Et j'avais pas l'énergie pour travailler après, pour écrire. Et j'en parle à ma meilleure amie, qui était une femme extraordinaire, qui avait 20 ans de plus que moi. Je lui dis, écoute, je m'en sors pas. Elle me dit, bon, moi j'ai une idée, tu viens chez moi 15 jours par mois à Aix, mais les 15 jours autres, tu te débrouilles. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je dis, merci infiniment, t'es un amour, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse 15 jours par mois à Paris? Mais pardonnez-moi d'être quelque peu provocateur, vous ne l'aviez pas vu ce que vous seriez? Non, bien sûr que non. Hein, vous savez, c'est souvent cette question que l'on pose. Le voyant ne voit rien pour lui. Si. Oui. Mais je l'avais. Vous savez sur quelle forme je l'avais vu? Le personnage principal de mon roman était guidé et aidé par une femme qui était voyante, alors que jamais je m'étais intéressée à la voyante. Donc c'était le deuxième principe. Une voyante. Alors, je vais vous dire un truc assez fou. Cette voyante, je l'avais fait habiter à 2 numéros de l'immeuble où j'habite aujourd'hui, dans mon livre. Je l'avais localisé là, et c'est l'immeuble où j'habite aujourd'hui que j'ai pas vraiment choisi. Où est mon cabinet? Le personnage principal, c'était un avocat. J'étais en train de faire des études de droit, et je le faisais être guidé et conseillé par une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, qui était voyante, et qui vivait là où je vis aujourd'hui, qui vivait dans le pâté de maison où je vis aujourd'hui. Voilà. Donc j'avais vu, c'était présent, mais je ne savais pas que ça allait me concerner moi. Vous savez, pour pouvoir se penser voyant, on en revient à la question tout à l'heure du recrutement des gens dans une profession. Pour pouvoir se penser voyant, faut avoir envie d'être voyant. Hein. Quand on vous appelle, bien sûr, il faut déjà pouvoir le penser. Vous savez, quand les gens appellent en disant « est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» on l'a dit en rigolant, c'est bien parce qu'ils espèrent rencontrer quelqu'un. Quand vous dites « je vais devenir voyant », c'est quand même que ça vous attire d'une manière ou d'une autre. Bon, l'image de la voyance, c'est ce que j'étais moi à 21 ans. C'était impensable, quoi. J'étais parisienne, je travaillais dans la communication, c'était un métier très prestigieux, j'allais pas faire la voyante extra-lucide. C'est ce que j'ai dit à Anne-Marie. Je lui ai dit, mais attends, ça va pas, non et puis quoi encore? Je lui ai dit, si je plante mon bouquin, je fais quoi après pour retrouver du boulot dans la com? Elle me dit, je sais pas, on va te trouver un pseudo. Et c'est comme ça qu'en 10 secondes, j'ai été baptisée Maud Christelle. Donc ce n'est pas un rêve Non, ça c'était pas un rêve. Ce qui était un rêve, c'était que 6 mois avant, j'avais fait le rêve des tests de Rorschach, vous voyez, qui m'étaient apparus en rêve. Que vous allez expliquer à celles et ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà, ce sont des projections d'encre qui sont faites sur une feuille de papier qui est ensuite pliée et ouverte. Le test de Rorschach, c'est de faire dire aux gens ce qu'ils pensent voir. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je suis pas une spécialiste de ce test. Mais enfin, dans mon rêve, ce que je voyais, c'était ça. Une projection d'encre sur une feuille qui était fermée, ouverte. Et le dessin qui apparaissait, dans mon rêve, m'était apparu comme une solution pour moi, une solution extraordinaire pour moi. Et ça, je l'avais écrit dans mon carnet de rêve. Or, je voyais pas en quoi ce test, je savais que c'était un test de Rorschach, pouvait avoir une quelconque importance pour moi. Donc ça ne vous a pas influencé en quoi que ce soit? Mais pas du tout. Pas du tout, simplement j'en ai rêvé. Or il se trouve que pendant 2-3 ans, c'est la méthode que j'ai utilisée en consultation. Alors que je l'utilisais pas du tout comme un test de Rorschach, puisque les gens projetaient leur encre, je fermais le papier, et c'est moi qui avais des visions en regardant l'encre. Donc Maud Christelle, à aucun moment dans votre enfance, adolescence, vous n'avez jamais pensé, quand je serai grande, je serai voyante? Moi, dans mon enfance et mon adolescence, je pensais quand je serais grande, je serais morte. Donc... je vous la fais courte. J'exagère un peu. Moi, j'avais quand même écrit sur les fiches scolaires, qu'est-ce que vous voulez faire? J'avais mis psychologue. Et j'ai approché. Mais non, en fait, très tôt, je pensais que j'allais être auteur, puisque j'écrivais, j'ai toujours écrit, donc je me disais, c'est ça, c'est la voix. Voilà, c'est la voix. Quelle est l'importance de la télépathie pour Maud Christelle? Je sais pas, je pense que c'est un détonateur qui permet parfois d'arriver à la clairvoyance, mais pas toujours, parce que je peux avoir des expériences de clairvoyance sans qu'il y ait de télépathie, du tout. Par exemple, dans le film de Marie-Monique, le professeur Norman Dunn me présente des enveloppes scellées, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça m'empêche pas de pouvoir décrire le contenu. Je pense que la télépathie joue comme vous savez, comme ces briquets qu'on met près du gaz et qui allument un truc. Je pense que ça allume un truc. On s'amusait avec mon compagnon, on a eu des moments hyper drôles quand on préparait le film de Marie-Monique. Parce que avant de s'endormir, je m'exerçais à faire de la vision à distance. Ou de la télépathie. Alors, je lui disais, pense à quelque chose. Il dit, je suis fatigué. Et fais un effort, pense à quelque chose. Je lui décrivais ce à quoi il pensait. Voilà. Comment se passe une journée de Maud Christelle?
Vous savez, en dehors des consultations, c'est quand je suis à la campagne, c'est des marches, beaucoup de marches. Je peux aller jusqu'à 15, 20, parfois 25 kilomètres par jour. Donc c'est une journée assez sportive. Voilà. Quand je suis à Paris, c'est de la gym et de la musculation tout le temps. Oui, mais J'adore ça. Vous pensez à quoi quand vous marchez? Je dis des mantras. Et en plus, dans la nature, je suis dans une telle communion avec les éléments que je vis dans la nature, je vis quelque chose d'extraordinaire. C'est mon élément. C'est mon élément. Donc, c'est beaucoup de marche, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de prière, c'est beaucoup d'échanges intimes aussi avec ceux que j'aime, quand ils sont présents, quand ils sont plus loin, beaucoup de conversations. Mais c'est quand même beaucoup de lecture et beaucoup de solitude. Je suis très solitaire. Vous parliez de Marthe Robin tout à l'heure. Oui. Mystique, Marthe Robin. Oui, évidemment. Avez-vous ce côté? Je sais pas ce que c'est être mystique. Pour moi, être mystique, c'est être vivant. Ouais. Donc, comme si vous me dites, vous respirez. Oui. Bonne question. C'est pareil, c'est aussi naturel. Oui, bien sûr. Mais je vais vous expliquer ça. Pour moi, la spiritualité, elle est partout. Quand j'ai commencé à faire de la méditation, c'est devenu encore plus clair d'ailleurs. Ma perception, si vous voulez, bien souvent, quand je ne consulte pas ou quand je ne lis pas, quand mon esprit est libre, j'essaye, bon, évidemment, de l'avoir le moins encombré possible. Je réussis pas toujours, hein. Parfois je suis encombrée par, comme tout le monde, mes problèmes, ma liste de courses, un rendez-vous raté, bon voilà. Mais sinon, ce que j'essaye de faire, c'est chaque chose avec conscience et application, et d'être pleinement ici et maintenant dans ce que je fais. Et vous voyez, moi, ma mystique, c'est que je peux faire la vaisselle et avoir la sensation d'être parfaitement à ma place, de faire exactement ce que je dois, et que tout est bien, et que tout est merveilleux, et d'être envahi par une sensation à la fois de clarté, de paix, de clarté, et de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Une espèce de Mais vous êtes en harmonie lorsque vous avez participé au sûr. tournage du film Clairvoyance et spiritualité. Oui, bien sûr. Hein? Oui. J'ai adoré la rencontre avec Nechung, l'oracle de sa sainteté le Dalai Lama. J'ai adoré cette rencontre. Ça a été une chance extraordinaire. Pour moi, aucun voyant occidental n'a jamais pu approcher l'oracle officiel de sa sainteté. C'est un privilège absolument extraordinaire. Et ce que j'ai découvert chez Nechung, bon, non seulement c'est des capacités psychiques extraordinaires, quand pendant le Telo Tse-Chu, il a des trans avec des informations on ne peut plus précises, lui et d'autres oracles, mais c'est surtout la bonté de cet homme, sa simplicité, son humilité, sa générosité. Bon, Nechung est un moine qui est extrêmement éveillé spirituellement, donc j'irai pas 3 secondes me comparer à lui, ça serait du plus mauvais goût, parce qu'on n'est vraiment pas au même niveau. Mais je dirais dans son amour, par exemple, de la nature et des animaux. Nechung est quelqu'un qui, chez lui, a préféré faire un trou dans le plafond pour laisser passer un arbre que de le couper. Alors, au fond de moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est rigolo, parce que moi, quand je suis dans la nature et que je vois des insectes qui sont retournés, donc en train de péricliter, je les remets droit. Parce que j'aime pas l'idée. Je me suis dit, c'est rigolo. Cet homme qui se dit, bon, bah voilà, j'ai un arbre qui pousse chez moi, on fait comment? C'est pas grave, on fait un trou, on coupe le plafond. J'adore. Oui. Qu'est-ce que j'ai aimé un insecte qui périclite et le remettre dans le sens où il devrait être. Bah oui. C'est admirable aussi. Ça peut faire sourire. Pour moi, mais pour moi c'est normal. Je peux vous expliquer. Puisque je suis là, que je passe, vous avez peur des araignées, Maud? Non. Des moustiques? Pas beaucoup de plaisir. Non, j'évite. Citronnelle. Voilà. Non, mais ça m'a fasciné, le rapport qu'il a avec les gens. En plus, Nechung est guérisseur. Il y a des gens qui traversent l'Himalaya à pied pour pouvoir être bénis par lui. Il a fait sous mes yeux un rituel qui a guéri une jeune fille très clairement de crise d'épilepsie. Bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne peux pas me mesurer 2 secondes à quelqu'un comme ça, c'est pas la question. Mais vous n'y avez jamais pensé? Non. La question, elle est de comprendre. Ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est Bon, toutes ces rencontres ont été merveilleuses. J'ai rencontré Kuntul Rinpoche, qui est un grand maître réalisé, qui est chargé par sa sainteté le Dalai Lama de s'occuper des voyants et de s'occuper donc de ces oracles, de les éveiller et de canaliser leurs énergies. Bon. En fait, cet homme m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit, vous savez, en fait, voir, c'est naturel. Dès que l'esprit est purifié d'un certain niveau de vibration, tout le monde voit. Il dit, c'est normal. Moi, si on sonne à la porte du monastère, je vois aussi. C'est normal de voir. Il dit, c'est parce que l'esprit est emprisonné dans des niveaux difficiles et douloureux qu'il ne voit pas. Parce que sinon, c'est normal de voir. Pour un Tibétain, la clairvoyance et la précognition, c'est l'état normal. C'est si ça se produit pas que c'est pas normal. Alors, vous comprenez, on est dans des cultures inverses. C'est pas que c'est pas comparable, c'est que ça n'a...
bon, c'est ce qui est, vous diriez dans un univers comme ça, je crois pas à la voyance, ce serait à peu près aussi malin que si vous disiez ici, je crois pas à la pesanteur, quoi. Enfin, honteur, 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 quoi. Enfin, honteur.